Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sous Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Alors, on nous dit depuis janvier, Nicolas Maduro vient entamer un deuxième mandat au niveau du Venezuela. Parallèlement, il y a un président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, qui est autoproclamé président pour un petit bout de temps. Situation ça a créé un pile de problèmes dans le pays ça et chiffres paraissent alarmants, que ce soit au niveau PIB et là week-end ça avec panne d'électricité ça qui est la cause des gens qui perdu la vie, des patients pas qu'à dialyser, vraiment c'est une réalité qui paraît très compliquée avec crise politique ça au niveau du Venezuela. Qui genre pour nous comprendre ni ça que fait jeudi à Venezuela arriver dans niveau ça, qui sa solution capable y c'est entre autres points pour dans échange du matin hein, avec invité nous, mais tout a regardé et mandat mine juste qu'a privé dans boucle là d'ici octobre et gagné et secrétaire général des Nations Unies qui a proposé pour gagner une mission politique après mine juste fin quitter le pays. Invité nous matin c'est professeur James Boyard, spécialiste en question de relations internationales. C'est avec lui nous allons faire un programme ça. Professeur Boyard, bonjour, bonne semaine, merci parce qu'on est avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation, c'est Junior. On démarre avec Venezuela pour étudiants, pour les gens qui peut-être pas compris Venezuela. C'est une présentation sommaire du pays, ça nous a dit. Bon, sommairement, nous sommes capables de dire que c'est un pays qui fait partie de pays latino-américains, qui c'est un pays qui était formé avec la Colombie et le Panama, ça nous dirait la Grande Colombie, à l'époque du premier pas du régionalisme au sein du continent latino-américain. Parce que, pas oublier, on a parlé du régionalisme au sein de ce continent. Ce régionalisme n'a pas commencé avec l'OEA, la création de l'OEA. Pour qui ça? Parce que tu as deux stratégies de régionalisme qui s'opposaient, et ceci depuis la fin du 19e siècle, au sein de notre continent. Quelles sont ces deux stratégies de régionalisme? Il y a la stratégie dite latino-américanisme et la stratégie dite panaméricanisme. Eh bien, les l'OEA, c'est le triomphe du panaméricanisme. Parce que l'OEA, où est les États-Unis là-dedans, et récemment, à partir de 1990, le Canada a intégré là-dedans. Donc, il y a des États en dehors du sous-continent latino-américain qui fait partie de l'OEA. Donc, c'est le succès, le triomphe du panaméricanisme. Alors que Pétion. Justement, on a parlé de latino-américanisme, c'est le regroupement des États latino-américains sur une base historique et culturelle. C'est-à-dire que des pays extérieurs à ce sous-continent, tels que les États-Unis et le Canada, ils sont exclus de cette stratégie latino-américanisme. Pour mettre justement en valeur une série d'intérêts communs, une série de cultures communes, une série d'histoires et partagées. À côté de ça, qui ça qui force Venezuela? Eh bien, force Venezuela, il commence d'abord avec les ressources pétrolières. Parce que pas oublier que c'est un pays qui est très riche en ressources pétrolières. Donc, ce qui fait que Venezuela, non seulement a une grande réserve, mais il exporte en pile et pétrole et sous base royalties que l'on recevoir. À partir de production et de vente pétrolière, eh bien, il bénéficiait autrefois d'un fort pourcentage, de fort taux de croissance et de développement. Mais avec l'arrivée de Chavez à la tête du Venezuela, nous connaissons que le Venezuela fait un virage à gauche, vers la gauche. Là, on a parlé de idéologie. Donc, virage vers la gauche du Venezuela, c'est un virage que une série de pays, non seulement en Amérique latine, mais surtout les États-Unis, pas très bien. Parce que il y a une lutte idéologique entre la droite latino-américaine et la gauche latino-américaine. Finalement, Hugo Chavez essayait de nationaliser un ensemble de compagnies pétrolières qui ont exploité et vendu pétrole vénézuélien. Donc, en pile dans compagnie, c'est compagnie américaine, je crois que tu as Total qui était présent au Venezuela. Et ça n'a pas fait plaisir aux Américains. Donc, lutte là avec les États-Unis pour commencer à partir de là. Pour qui ça? Parce que l'on nationalisé compagnies pétrolières, notamment américaines, sont manquent à gagner également
pour les États-Unis d'Amérique en termes de revenus. Mais c'est surtout du fait que ça permet le régime de Hugo Chavez bénéficier d'un ensemble de rentes financières pour investir dans le social. Et ça va renforcer la base sociale du chavisme au niveau du Venezuela. Et ça va renforcer également la base politique et diplomatique de Chavez au niveau des États latino-américains, parce que pas oublier que les profiter de ces rentes pétrolières également pour les capables de séduire, pour les capables de charmer un ensemble de pays à travers des programmes, par exemple Petro-Caribé. C'est dans le cadre des programmes ça que Haïti, la République dominicaine et d'autres États de la Caraïbe et de l'Amérique latine fait partie. Et ça veut dire qu'il y a une certaine influence à Venezuela dans la région. Évidemment, si nous parlons de influence du chavisme, nous obligés de parler également de influence de Cuba, parce que Chavez était toujours considéré comme étant l'homme de Fidel Castro, l'homme de Cuba. Et influence ça, ont-ils dérangé les États-Unis, si je bien comprends? Déranger les États-Unis, mais déranger également les oligarques vénézuéliens qui ont des liens, qui ont des affinités ou des intérêts partagés avec la bourgeoisie américaine en matière de production et de vente de pétrole. Mais malgré tout ça, Chavez fait mandat, pas de trop de soucis. Et chiffre pas alarmant à niveau ça. Évidemment, pour qui ça? Parce que d'abord, on connaît que Chavez a bénéficié d'un charisme extraordinaire. Monsieur Téguin a à son avantage une qualité de leadership extraordinaire, mais également une capacité de gouvernance aussi. Parce que là où nationaliser un ensemble de compagnies pétrolières, eh bien, il faut avoir une capacité pour gérer à travers propres ressources pauvres. Et Chavez était arrivé plus ou moins à faire ça, mais malheureusement, Maduro était nommé à la tête de ces compagnies un ensemble de personnes qui n'ont pas la capacité d'assurer ce qu'on appelle la gouvernance industrielle, la gouvernance d'entreprise. Donc, ce qui fait qu'en pile l'entreprise vient déficitaire. Donc, ce qui fait que Maduro n'a pas réussi à obtenir le gain financier né de la vente du pétrole pour les capables de subventionner le social au Venezuela. Mais pour qui ça que de plus en plus Maduro a perdu cette base sociale qu'il avait héritée de Chavez. Parce que le chiffre là, m'a regardé, PIB effondré de 50% depuis 2014, hyperinflation de 10 millions %, un salaire minimum mensuel de 18 000 bolivars, soit 6 $ américains. Vraiment, c'est des chiffres qui font peur. Oui, c'est une situation économique et sociale désastreuse, mais il faut nous dire qu'il y a un pile facteur qui concourut justement à cette situation économico-sociale désastreuse. Il y a la mauvaise gouvernance d'entreprise, mais il faut nous dire tout qu'il y a un pile sanctions des États-Unis, parce que les Américains ont profité aussi pour mettre le Venezuela ou encore le régime de Maduro dos au mur. Donc, un pile facteur qui affectait justement la situation ou les fondamentaux économiques du Venezuela, eh c'est les États-Unis qui à la base de ces facteurs-là. Si je bien comprends, c'est spontané, son construction. Ça oui, tout à fait. C'est quelque chose de construit, de planifié. Et peut-être les États-Unis se sont donné du temps pour planifier justement ce projet de déconstruction du Venezuela. Mais le problème, c'est que lors où un projet de déconstruction d'un gouvernement, eh bien, ça passe d'abord par des situations qui défavorisaient la population civile. Mais on connaît, les États-Unis ont décidé intervenu l'ont question pour le protéger propre intérêt, il pas les questions humanitaires de la même façon que nous-mêmes nous capables de les questions humanitaires. Bon, élément qui entrer dans la question, Juan Guaido, après le président Maduro fin prêter serment, il a entamé le deuxième mandat, et tout de suite après, il y a Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale, qui lui-même dit qu'il est président par intérim. Oui, président par intérim depuis le 23 janvier, il autoproclamé tête président par intérim à la place de Maduro. Mais ça ne peut nous comprendre la question. D'abord, il joue un appui des États-Unis. Je pense que c'est quelque chose qui a été étudié, analysé avec Washington et cette décision de Guaido. Mais ça qui est curieux dans la question, c'est
le côté anticonstitutionnel de la décision de Guaido, qui est le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, du Parlement du Venezuela. Pour lui, ça, l'anticonstitutionnel, parce que je pensais que d'abord, il y a l'article 233 de la Constitution du Venezuela, qui c'est un article qui a même des dispositions communes avec l'article 59 nous dans la Constitution haïtienne, qui parlait de en cas d'absence permanente du président pour quelque cause que ce soit, et mieux que l'article 59 par nous, l'article 233 par nous, préciser les causes de défaut absolu du président. C'est le mot utilisé par la Constitution vénézuélienne. Défaut absolu du président en cas de décès, en cas de démission et en cas d'incapacité physique et ou mentale permanente. Mais Maduro n'a pas retrouvé l'un dans cas. Donc, on n'a pas évoquer l'article 233 parce que Maduro n'a pas mouru, il n'a pas démissionné, il n'a pas une incapacité physique et mentale. OK? Mais ça, le plus grave là, c'est que l'autre article dans la Constitution, c'est Venezuela, c'est l'article, je crois, c'est l'article 194. L'article 194 précisait que en cas de succession, eh bien, c'est justement pas le président de l'Assemblée nationale qui peut le succéder à Maduro. Mais c'est le vice-président du Venezuela qui doit succéder à Maduro, au président. Ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale ne participe à aucune élection présidentielle, même à titre provisoire. Seule élection, l'Assemblée nationale du Venezuela qui a participé, c'est l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, côté le capable élu pour 1 an, le président et deux secrétaires. Mais on voit que son coup politique que fait. Oui, mais l'anticonstitutionnel, il n'est pas fondé sur aucune base légale, aucune base constitutionnelle. C'est peut-être ça, je me parle que, pour qui ça, que les États-Unis, qui toujours fait tête li passer tant qu'au pays qui a poussé le respect de l'ordre constitutionnel, qui a poussé ça la démocratie, eh bien, je me parle pour qui ça, que les États-Unis caché derrière, appuyé et Guaido pour parce question que ça. Le rapporteur de Guaido, il fait mention de contestation suite à l'élection et deuxième mandat et Nicolas Maduro. Et là, il a à plus loin pour dire, comme son problème politique, il demandait peut-être une solution politique. Oui, mais écoutez, ce n'est pas parce que dans une contestation qu'on bat tête ou un pouvoir que la Constitution ne peut pas reconnaître. Vous comprenez? Et puis, Constitution, en cas de contestation populaire, même en cas de révolte populaire, la Constitution prévoit d'autres procédures pour court-circuiter justement le gouvernement en place. Peut-être mécanisme que la Constitution prévoit, il va tourner au fond encore dans l'équipe Maduro. C'est peut-être ça tout que... Ah, mais c'est quand même le jeu de la démocratie. Et il faut respecter les règles du jeu. C'est le jeu de la démocratie. Mais malgré tout ça, dit là, la situation a été salie au Venezuela. Récemment, Guaido, pas dans le pays, a rentré. Il y a un ensemble d'ambassades qui proche Occident, qui proche des pays de Latino-Amérique qui ont rencontré monsieur. Maduro était même demandé pour arrêter Guaido, mais ça n'a pas arrivé fait. Entre-temps, panne d'électricité, le pays se meurt. Oui, bon, écoutez, Guaido a essayé de faire une offensive diplomatique parce qu'il comprend qu'il y a 2 camps, et en fait, il y a 3 camps. Et la question crise là, il y a le camp favorable au respect de l'ordre constitutionnel au Venezuela, donc favorable au maintien de Maduro au pouvoir, et puis il y a un camp qui est favorable à Guaido, mais quand ça est très minimaliste. C'est en dehors des États-Unis qui se sont exprimés ouvertement et quelques rares pays comme l'Australie qui se sont exprimés ouvertement en faveur de Guaido. La majorité des États au monde, même les États de l'Union européenne, eh bien, ils ont une position beaucoup plus prudente et plus nuancée. Donc, ce qui fait que, et même certains pays au niveau de l'Amérique latine, donc, il y a intérêt à faire cette offensive diplomatique pour la chercher alliés de manière à essayer d'endiguer justement le régime de Maduro. Vous voyez? Donc s'il y a obtenu de ces États-là et la non-reconnaissance du régime de Maduro,
Donc, vous imaginez que Maduro pourra isoler sur la scène internationale, donc il pourra isoler du point de vue diplomatique. Donc, l'armée vénézuélienne doit décider finalement chasser Maduro au profit de Guaido. Récemment, les États-Unis ont essayé de regarder comment on est capable de faire passer une résolution au niveau des Nations Unies. Mais Moscou, c'est un pays qui mettait veto libre. Oui, mais c'était très attendu parce que, pas oublier que Maduro bénéficiait également d'un ensemble de sympathies au niveau de la Russie. Donc la Russie gagne voix au chapitre au Conseil de sécurité, il gagne droit de veto. Donc assurément que la Russie a pas exercé droit de veto pour lui faire tomber la proposition de résolution des États-Unis. Parce que autrefois, les Américains réussissent à faire passer une résolution qui est défavorable aux intérêts russes, c'est lorsque l'Union soviétique de l'époque appliquait la politique de la chaise vide au Conseil de sécurité. Mais depuis, depuis le fameux événement de la crise d'aide de Corée, eh bien, la Russie décidé et siéger de manière permanente au niveau du Conseil de sécurité pour l'éviter justement pour un coup coulant d'eau à chaque fois que l'IA n'est pas présent. Comment vous comprenez les positions de la Russie dans le dossier ça? Bon, son position qui est claire et qui est très compréhensible dans le sens que la Russie a essayé de protéger intérêt par le tout. Par exemple, écoutez, Venezuela, c'est un pays qui est très riche. Okay? Mais à chaque fois que la Russie est capable de bénéficier peut-être des échanges commerciaux avec un pays aussi riche, avec lequel il partage un ensemble d'intérêts, un ensemble de sympathies, tant mieux pour la Russie. Mais sans compter que, comme on dit, c'est quand même une lutte idéologique qui dépasse une question de crise politique. C'est une lutte idéologique entre la gauche et la droite, et au niveau du continent américain en général. Donc assurément, la Russie tape toujours prend en partie en faveur de la gauche latino-américaine. Et la Chine, tout ça, la Chine tout est supportée, Maduro. Oui, la Chine tout. Quoique, en dehors de l'intérêt de se mettre derrière les secteurs de gauche en Amérique latine, il y a également un autre intérêt plus tactique dans la question pour pouvoir expliquer la position notamment de la Chine et peut-être un petit peu du côté de la Russie. Il y a une stratégie que monsieur a déployée depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est à chaque fois une série de grandes puissances pour rentrer en guerre, eh bien, l'autre puissance qui arrive là, c'est alimenter ça en dessous de table de manière à ce que l'autre puissance qui arrive là, même lorsque il gagne une guerre, mais il gagne une guerre de manière difficile et il sortit épuisé dans sa lutte. Donc, évidemment, si il y a une guerre entre le Venezuela et les États-Unis, le Venezuela n'a pas gagné. Mais, ou après que la Russie a fait en sorte pour renforcer le Venezuela de manière à transformer le Venezuela en un Vietnam pour les États-Unis. De manière, même lorsque les États-Unis sont sortis gagnants de cette guerre, mais ils sont sortis épuisés. Et bien, les États-Unis, lorsque Américains sont sortis épuisés dans une lutte d'usure avec un autre pays, eh bien c'est encore, ça va faire l'affaire de la Russie, ça va faire l'affaire de la Chine, qui ont des intérêts dans d'autres régions et qui sont peut-être avec des intérêts que Américains ont essayé de rivaliser. Par exemple, on apprend la région de l'Asie-Pacifique. Donc, si les Américains sont épuisés dans leur lutte avec le Venezuela, évidemment, ils vont affaiblir position au niveau de l'Asie-Pacifique, qui représentait, par exemple, la place forte en termes économiques du 21e siècle. Alors, il y a un groupe de Lima, et nous connaissons qui est très intéressé à la question à sa capacité au Venezuela, les États-Unis, des hauts responsables américains qui même dit à un certain moment toute option sous table là. Je dis à la, qui ça les États-Unis selon vous capable de faire pour ne pas perdre la face dans cette situation présentée là? D'abord, il faut me dire que je ne parle pas terme les Américains dit que toute option sous table là. Lorsqu'on dit toute option sous table là, ou déjà des sanctions économiques, l'autre sanction non militaire déjà réalisée, qui leur parle de toute option
sous table là, on va parler d'option militaire, le recours à la force armée. Mais sur quelle base les Américains vont recourir à la force armée dans la crise vénézuélienne? Sur quelle base légale? Il n'y a pas qu'à évoquer ni la charte des Nations Unies, ni la charte de l'OEA. Déjà parlant de l'OEA, l'article 21 de la charte de l'OEA précise que le territoire des États latino-américains sont inviolables. L'article 22, aller plus loin, il dit que les États membres de l'OEA ne peuvent pas recourir à la force armée dans leurs relations internationales. Donc, sur quelle base? Excusez-moi, professeur, mais nous sommes chez l'Irak, là, et les Nations Unies pas d'accord, non? Mais elle défaite quand même, non? Oui, non, mais ça, c'est une autre chose. Parce que, évidemment, c'est une belle question, parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, les États-Unis ont utilisé ça en politique juridique extérieure. Sa politique juridique extérieure, c'est une sorte de discours instrumentalisé que le pays a développé pour défendre tête à partir du droit international. Donc, ce qui fait que les Américains ont utilisé des arguments dans le droit international pour dire qu'ils n'ont pas violé le droit international. Donc, ils n'ont pas violé la charte. Je vais vous expliquer de manière brève. Pas oublier que il y a deux façons capable d'utiliser la force armée contre un pays. C'est en cas de légitime défense, c'est en cas où cette autorisation de recours à la force armée est donnée par le Conseil de sécurité. Les Américains n'ont pas trouvé dans aucun des deux cas. Mais les Américains ont dit non, on n'a pas violé le droit international. Au contraire, on s'est retrouvé dans le deuxième cas. On a eu l'autorisation des Nations Unies. Mais les pays comme la France, la Russie dit mais non, pas de résolution qui est votée en ce sens. Pas de nouvelle résolution qui va américain droit pour l'entrer en guerre contre l'Irak. Les Américains dit non, pas de besoin de deuxième résolution. Parce que rappelez-vous, dernière résolution que le Conseil de sécurité avait adoptée contre l'Irak disait en fait un paragraphe que si le gouvernement irakien refuse le retour des inspecteurs de l'AIE pour inspecter les sites nucléaires, etc., eh bien, les Nations Unies seront en droit d'adopter n'importe autre mesure, sachant que les mesures par exemple, les sanctions autres que militaires ont déjà été adoptées par les Nations Unies. Donc, pour les Américains, autre mesure veut dire tout simplement des sanctions militaires. Donc, les Américains se disent qu'ils étaient en droit. En fait, les Américains se disent qu'ils ne faisaient que respecter, qu'exécuter ce dernier paragraphe dans la dernière résolution adoptée contre l'Irak. Bon, de toute manière, il faut que tu justifies ça que tu as mal passé. On tourne sur Venezuela. Alors, recours à la force militaire, là, pour même, il ne pas paraître évident. Il ne pas paraître évident du point de vue juridique. Du point de vue juridique, les Américains sont capables toujours d'utiliser la force, quoique, il va exposer tête, il va exposer l'humanité également au retour de l'unilatéralisme dans les relations internationales. Parce que si vous observez bien, à chaque fois que les Américains essaient d'intervenir seuls en dehors des Nations Unies, l'un pays, soit en Afghanistan, soit en Irak, et bien on voit que la Russie profitait peut-être une année ou 2 ans après, profiter pour faire même bagaille là tout dans sa zone d'influence. Parce que les Américains étaient intervenus par la force en Afghanistan. Après ça, la Russie était fait, l'intervenue en Ossétie du Sud, contre la Géorgie. Les Américains sont intervenus contre l'Irak ou encore contre la Libye. Et bien ça, la Russie fait, il est intervenu après contre l'Ukraine, en Crimée. Vous voyez? Donc moi, je me dis que dans les deux cas, le seul pays qui va sortir gagnant dans une lutte, dans une guerre entre les États-Unis et le Venezuela, ce sera la Russie. Ah bon? Oui, ce sera la Russie. Parce que non seulement la Russie peut gagner sur les deux tableaux. D'abord, la Russie essaie d'investir, appuyer militairement à travers la fourniture de moyens militaires du Venezuela, de manière à ce que, en cas de guerre, pour que les États-Unis sortent justement épuisés. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que la Russie pensait que, en cas de guerre aussi, lui-même l'a profité également pour intervenir peut-être en Ukraine. Encore. Parce que le projet de la Russie, ce n'est pas la Crimée seulement. Le projet de la Russie, c'est toute l'Ukraine. Vous voyez? Donc, il y a là, je ne sais pas qu'il y a un pays dans le Conseil de sécurité qui est capable de dire la Russie, il n'a pas de droit à recourir à la force. La Russie va dire, mais pour qui ça ne quitte les États-Unis fait? Quelle est véritable motivation des États-Unis dans le dossier Venezuela?
motivation, les États-Unis. Motivation idéologique et motivation économique. D'abord, motivation idéologique, parce que, écoutez, depuis le début des années 90, l'Amérique latine a pris un virage vers la gauche. Mais depuis quelque temps, nous avons assisté au retour de la droite au pouvoir en Amérique latine. Mais quand même, il existe quelques foyers de gauche, quelques foyers durs tels que le Venezuela. Bon, ne parlons pas de Cuba. Venezuela, Nicaragua, nous avons l'Équateur aussi. Non, Okay? tu peux. Un petit peu, oui, et la Bolivie aussi à un certain temps. Okay? Donc, ce qui fait que le plus que les Américains essayent d'endiguer ce virage vers la gauche, le mieux se porterait peut-être Washington. Mais, bon, question stratégique là-dedans et économique. Parce que, bon, question de ressources. Pour conserver les grandes puissances, il faut qu'on soit capable de gagner la maîtrise, le contrôle sur les ressources énergétiques. Eh bien, si les États-Unis perdent l'opportunité pour augmenter le contrôle au Moyen-Orient, parce que le TAP essayé d'émettre Assad et le président syrien, oui, justement, s'il n'est pas arrivé à faire, donc l'obligé mettait tout son poids pour gagner contrôle des ressources pétrolières du Venezuela. Donc c'est une question de stratégie aussi. Stratégie. Maintenant, qui chasse les États-Unis, regardez si Jean-Baptiste il a un tableau à présenter pour ne pas mettre de la face, pour le sortir vraiment avec tout ça le souhaité. Moi, je pense que les États-Unis vont jouer sur le temps, sachant que le recours à la guerre contre le Venezuela, l'opinion publique internationale n'est pas favorable à ça. Et je crois que peut-être que l'opinion publique américaine aussi n'est pas favorable. Parce que comment on peut justifier ça? Parce qu'on ne peut pas justifier par encore le discours de la paix démocratique. Parce que ce discours ne marche plus. Pour qui ça? Parce que les Bush, père et fils, ont abusé de ce discours, de cette théorie sur la paix démocratique. Et c'est parce que justement, ils étaient mal abordés, ils étaient mal exécutés. Et ça aurait la théorie sur la paix démocratique qui fait nous gagner problème ça en Libye, qui fait nous gagner problème ça en Somalie, qui fait nous gagner problème ça dans une série de régions. Vous voyez? Donc, les Américains sortis perdants quand même sur le temps et dans la promotion de la paix démocratique. Alors, si je comprends, il y a essayé de dire comment capable de mettre le régime Maduro à genoux. Je pense que c'est sur le temps. Les Américains vont jouer sur le temps. Vont jouer sur le temps, sachant que le temps leur sera favorable parce que, écoutez, le régime de Maduro va s'épuiser à un niveau tellement important que il va tomber de par lui-même. Les membres de l'armée vont définitivement décider de chasser Maduro au pouvoir. Mais jusqu'à présent, l'armée, on dit Maduro a un support à l'armée. Et oui, jusqu'à présent, mais est-ce que ça support ça a prêté éternellement? Ce n'est pas certain, parce que avec le temps, il y aura non seulement le renforcement des contraintes économiques, des contraintes sociales, mais peut-être que capable de gagner d'autres perspectives. Par exemple, capable de gagner des responsables militaires qui dirigent des unités clés au niveau de l'armée du Venezuela, qui est capable de décider et prendre distension. Vous pensez qu'on entrer en rébellion? C'est possible, et peut-être pire que ça. Maintenant, qui carte Maduro, je veux dire, là, tout la seule carte de Maduro, c'est la carte de l'armée. C'est la carte de l'armée, et puis, et de manière paradoxale, et avec Maduro va jouer sur le temps aussi, en pensant qu'avec le temps, que les choses vont aller mieux. Ouais, et puis, sans compter ses soutiens au niveau de Cuba, au niveau de la Russie, au niveau de la Chine. Qui ça, le pays ça peut être capable de faire pour aider ou remonter porte là, puisque nous connaissons l'économie à un niveau qui est plus bas, je veux dire, au Venezuela? La Chine, c'est en termes de ressources, mais c'est surtout en termes de ressources financières, parce que la Chine disposait, je pense que c'est un pays qui disposait de la plus forte mobilisation en termes de capitaux. Donc peut-être qu'il est capable d'aider dans ce sens-là. Pour Cuba, où on est qui situation sociale Cuba, pas en termes de ressources et financières, peut-être
en termes de coopération technique, en termes de conseillers militaires, vous voyez, et peut-être à ce niveau. La Russie, bon, c'est pas sûr. Peut-être pour la Russie, c'est en termes de fourniture de moyens militaires, par exemple. Entre-temps, d'équipement militaire. Juan Guaido continue avec l'offensive diplomatique, il a cherché support, et il y a pile pays qui bat le support, mais semaine passée, Nicolas Maduro m'a dit pour expulser l'ambassadeur allemand là. Oui, parce que finalement, l'ambassadeur a accusé l'ambassadeur du fait qu'il était ingéré dans les affaires internes du Venezuela, parce que c'est un ambassadeur sur place a l'obligation de respecter la législation du pays et de ne pas s'occuper des questions politiques et internes du pays. Vous voyez? Donc sur cette base, sur la base même de la Convention de Vienne de 1969 sur les relations diplomatiques, le régime de Maduro a raison de déclarer cet ambassadeur persona non grata. Est-ce que l'ambassadeur pense qu'il a frappé de mesure ça? Nous connaissons tout support au porté à Guaido, surtout l'ambassadeur et proche des États-Unis. Ah, c'est possible, c'est possible. Si à chaque fois que Maduro estime que l'ambassadeur étranger a dépassé une limite, et je pense que il y a intérêt pour lui déclarer aux persona non grata pour donner peut-être pour éviter la répétition de cette pratique. Je veux dire, alors, regardez ça là comme tableau, ou estimez que Maduro tout bien contrôle la situation? Il n'y a pas de contrôle. Moi-même, je pense que le contrôle de la situation à 50%. 50%. Pour ça, parce que pas oublier que le Venezuela fait face à par exemple, à un acte de sabotage et de ses structures d'électricité. Donc, c'est parce que le perd du contrôle PIA qui fait que ça arrive et fait. Mais peut-être qu'il y a d'autres infrastructures qui seront sabotées également dans l'avenir. Donc, je pense que monsieur qui est impliqué dans l'acte de sabotage n'a pas prêté là. Et peut-être qu'au moment où nous parlons, il y a peut-être des offensives qui sont faites au sein même de l'armée pour essayer de regrouper un ensemble de hauts officiers de l'armée vénézuélienne contre Maduro. Vous voyez? Donc, je pense qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle pays à 100%, peut-être à 50%. Quand il y a l'élection aux États-Unis avant longtemps, vous pensez que ça va passer au Venezuela qui a une certaine influence dans la prochaine campagne d'élection aux États-Unis? Ah, mais c'est pour ça que les Américains, c'est peut-être le bémol pour les Américains, parce que l'administration Trump a plus intérêt pour régler les questions vénézuéliennes avant les élections, avant les prochaines élections, avant la campagne, pour ne pas avoir à supporter le fardeau de la crise vénézuélienne dans la campagne. Parce qu'elle est capable de venir au sujet de campagne. Inévitablement, elle a venir au sujet de campagne. Et pas oublier que la question Haïti a retourné encore. Question Haïti a retourné dans la question. À quel niveau? Oh oui, il a retourné. Écoutez, vous voyez, lorsqu'on parle de l'intervention des Nations Unies depuis plus de 15 ans dans le pays, mais on parle également de l'intervention des Américains aussi dans le pays. Mais avec l'administration de Trump, eh bien, les secteurs démocratiques vont dire, écoutez, Trump n'a rien fait pour Haïti. Parce que même ministre et ministre, elles ont laissé, mais voilà que le pays se retrouve dans une situation peut-être pire qu'en 2004. Vous voyez? Donc, il y a le reprocher. Évidemment, Trump n'a pas un argument pour dire, écoutez, ce problème a existé au temps de l'administration des démocrates. Donc, mais évidemment, Trump n'a rien fait pour améliorer la situation. Peut-être que le tout, l'idée parle, le slogan c'était Make America Great Again. C'était surtout focaliser l'attention sur le pays. Oui, mais évidemment, mais je ne pense pas que ce discours ça pas bien encore. Ce n'est pas un discours porteur dans l'opinion publique américaine encore. Parce que, les États-Unis n'ont pas retourner au temps de l'isolationnisme parce que il y a la théorie transactionnelle. C'est-à-dire les États-Unis lui-même étaient impliqués dans trop transactions au niveau international pour lui capable d'un seul coup retirer tête et refermer tête sur lui-même, sans lui pas subir les contre-coups de ce retrait, de ce recul. En tout cas, qui ça nous attend là pour nous refermer page
Et Venezuela, et j'en ai dit dans le commencement de l'émission, pas d'électricité, moun pas qu'à dialyser, moun pas mourir, on peut voir ça capable d'augmenter. Caracas, plus de 6 heures sans courant. Vraiment, c'est une situation économique très difficile, moun pas qu'à acheter, moun pas qu'à manger. Et là, qui ça nous attend nous dans le jour qui moi, je pense que c'est une mauvaise perspective là, qui a dessiné là, et dans les prochains jours, ou sinon dans les prochaines semaines, c'est la perspective d'une crise humanitaire atroce au Venezuela. Parce qu'au niveau sanitaire, il y a un problème, au niveau alimentaire, sont l'autre problème, mais qu'on a un problème au niveau de l'électricité, qui en pile l'hôpital qui peut arriver à fonctionner, ou tandis que il y a un patient qui a mouru parce que l'hôpital là n'a pas fonctionné. Donc, je pense que le Venezuela pourrait faire face dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à une crise humanitaire énorme. Et c'est peut-être à ce niveau que peut-être que deux camps pour essayer de jouer. Pour qui ça n'a pas de dialogue entre deux camps, malgré que Nicolas Maduro demandé ça, mais Juan Guaido semble refuser. Oui, mais écoutez, moi, je pense que Guaido n'a pas d'intérêt pour l'accepter, parce que s'il pensait que les bénéficiaient d'un large soutien du côté des Américains, et s'il pensait que la crise économique et sociale est telle que le régime de Maduro pourrait s'effondrer, donc il n'a pas aucun intérêt pour négocier pour le moment, sinon la seule négociation pour Guaido serait le départ peut-être de Maduro au pouvoir. Vous voyez? Mais moi, je pense que seul élément qui peut rentrer en ligne de compte pour nous capable comprendre l'évolution prochaine de la crise, c'est la crise humanitaire. C'est à partir de cette crise humanitaire et des conséquences de cette crise qu'on a comment l'opinion publique vénézuélienne avec l'opinion publique internationale va évoluer dans un sens ou dans un autre. L'autre point qui a annoncé dans l'émission matin, c'est Minijus qui vient dans faire mission. Le secrétaire général a présenté le rapport et on a sur route, on a proposé pour une mission politique. Avant de rentrer dans ça, Minijus, on regarde ça de comme feuille de route. Vous estimez qu'il va accomplir mission? Minijus, il prend le relais des travaux de la MINUSTAH. Et il essaie de recadrer et responsabilité autour, par exemple, de l'état de droit et renforcement du système pénitentiaire, et également renforcement de la police nationale au niveau stratégique. Donc, je pense que pour le temps qu'a duré la mission, moi, c'est Minijus essayer quand même de faire, à quand même réaliser quelque chose. Parce que aujourd'hui, vous voyez que tout le monde parle de la détention préventive prolongée. Pas je dis seulement. Oui, mais c'est la mode, ça vient un effet de mode, je dis. Mais c'est surtout grâce aux prises de position et à l'activisme de cette mission onusienne aussi, qui essayait de forcer une série de responsables institutionnels pour accorder davantage d'attention, davantage d'intérêt à ce phénomène, et qui, j'aime à le dire, représente peut-être la marque de fabrique de l'État haïtien en matière de violation des droits de l'homme. Parce que on comprend que l'État-prison, pour parler des prisons, et de toutes les prisons en Haïti, nous avons une surpopulation carcérale, nous avons un problème de proximité entre les prisonniers qui a engendré des maladies, de la violence, des décès, vous voyez. Donc, situation sanitaire et humanitaire dans les prisons fait que question ça supposer c'est premier intérêt un gouvernement responsable. Donc, je pense que le fait que tout le monde prend conscience de ce phénomène de détention préventive prolongée, nous, le commissaire gouvernement Port-au-Prince, il engage en bataille extraordinaire dans le cadre de ça. Et malheureusement, nous pas que l'autre commissaire gouvernement, l'autre juridiction, ils ont engagé dans cette même bataille. Vous voyez? Mais moi, je dis que il ne faut pas seulement faire des déclarations publiques contre la détention préventive prolongée. Il faut bien analyser les facteurs générant ce phénomène de détention préventive prolongée, parce que c'est des facteurs à la fois structurels et intentionnels. Des facteurs structurels parce que, écoutez, la chaîne pénale, il y a un ensemble de maillons, ou bien la garde à vue,
un garde à vue, un dysfonctionnement garde à vue avec question, la police a intervenu et avec la pratique de l'arrimage, fait que on ramasse un paquet de monde, nous mettez dans garde à vue. Mais malheureusement, même la police a réussi à identifier coupable parmi masse monde que yo arrêté yo pas de pouvoir pour libérer reste yo. Ou obligé qu'il y ait un garde à vue pour tendre un juge dit un mot. Mais si le juge n'est pas disponible, autant que mon aurait été en prison, vous voyez? Donc c'est autant de détails. Ou bien également la question de les procédures ou le délai de l'instruction qui n'est pas respecté. C'est toute la chaîne pénale qui a un problème au niveau structurel. Mais au niveau intentionnel, il y a un facteur intentionnel aussi, parce que le fait que prison, tout le monde connaît qui est à prison, pas de monde qui veut aller en prison, même le coupable. Donc, co-coupable, pas coupable, ou pas aller en prison, on préfère abdil en dessous de table avec des juges corrompus, avec des commissaires gouvernement corrompus. Mais l'idée, donc, ce qui fait que ça fait l'affaire également d'un ensemble de certains magistrats, de certains avocats qui travaillent pour le système. Maintenant, il y a une pour renforcer la justice. Renforcement, ça, il fait? Écoute, non, parce que le problème de la justice là tellement énorme, ce n'est pas sous une année ni sous 2 ans on va résoudre. Premier pas, c'est prendre conscience de ce problème et identifier les facteurs générant ce problème. Et maintenant, troisième étape là, on va proposer des moyens pour capable mitiger le problème ça, pour capable mitiger le phénomène. Et un moyen c'est l'adoption d'un nouveau code pénal, c'est l'adoption d'un nouveau code de destruction criminelle, parce que nouveau instrument ça prévoit par exemple des peines alternatives à l'emprisonnement. Mais c'est déjà une bonne chose. Vous voyez? On peut essayer de débarrasser prison d'un ensemble de personnes, peut-être qui seraient condamnées à 1 an, de toute façon à moins de 2 ans d'emprisonnement. On peut le faire, peut-être payer des amendes, etc. Ou encore ou engager dans des travaux au bénéfice de la population, des travaux publics au bénéfice ou encore des travaux sociaux. Vous voyez? Mais il faut que ces codes, ces instruments soient adoptés par le Parlement. Donc, fort parlementaires également engagés dans la lutte contre le phénomène de la détention préventive prolongée. Maintenant, avec Mme Justa qui finit, il y a des gens qui croient que il y a un pour permettre que ça n'a dit là, continuer à avancer la donne. Pour ça, selon vous, obligé de camper et demander l'autre mission? Non, mais parce que dernière résolution qui proroge le mandat Minijust là, c'est la résolution 2410. Et le point 10 de cette résolution prévoyait déjà la décision du retrait de la Minijust à la date d'octobre 2019. Donc, ce qui fait que ces résolutions que a exécutées, a retiré Minijust au profit d'une nouvelle mission et d'une mission spéciale, pas d'une nouvelle mission, mais d'une nouvelle mission et sortant du schéma des opérations de maintien de la paix, sortant du schéma des casques bleus. Donc, on a parlé de missions politiques spéciales, sont un ensemble de missions déjà qui sont régies par la résolution 2355 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1969. Vous voyez? Donc, qui définit doctrine d'emploi, mission spéciale Zayo, qui sortit dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Avec le ministre Takpala et le ministre qui va aller, est-ce que jeudi à Haïti, par le chapitre 7 là encore, depuis, il a défini une nouvelle mission politique spéciale là, et bien, on a sorti dans le cadre du chapitre 7 là parce que les missions politiques spéciales sont plus régies par le chapitre 6 plutôt que le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Quelles conséquences ça capable bien sur le pays, dans le chapitre 7 là? Des conséquences heureuses. Par exemple, écoutez, l'autre sous chapitre 7 là, ou pas de grand monde dans la vous allez dire que la souveraineté, vous mettez souveraineté sous tutelle, vous mettez souveraineté sous contrôle. OK? Et en plus que le fait déjà d'avoir une mission de paix
à travers la présence de casques bleus, de soldats étrangers armés sur votre territoire, vous donnez à l'extérieur la preuve que vous êtes un territoire instable, donc un pays qui n'est pas ouvert aux investissements étrangers. Vous voyez? Donc, écoutez, depuis 1993, parce que la première opération de maintien de paix des Nations Unies à travers les casques bleus, c'est avec la MINUA. Après, nous parlons de la MANU et en 94, en 96, 97, après nous parlons de la MIPNU, après nous parlons de la MIPONU, d'accord, à partir de, et puis après, en 2004, nous parlons de la MINUSTA. Après, nous parlons de la MINUSTA. Ça nous fait déjà 6 à 7 opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Alors que la République dominicaine est à côté, nous, la dernière fois, ou du moins la seule fois que les Nations Unies sont intervenues en République dominicaine, c'était en 1965, suite au coup d'État contre Ron Bosch. Vous voyez? Et je crois que la mission s'appelait DOMREP à l'époque. C'est la seule fois. Vous voyez? C'est depuis 1965 que voisins nous à côté des commissions de maintien de paix. Des commissions de maintien de paix. Et à partir de, je crois que ça n'a pas duré, ça a duré peut-être une année ou quelques mois. Et je ne me rappelle pas. Et puis depuis lors, la République dominicaine met la Cali. Vous voyez? Le secrétaire général a proposé une commission politique spéciale. Comment vous le comprenez? Eh bien, mission politique spéciale, là, il est déjà régime, résolution, ça a été évoqué, qui était adoptée par l'Assemblée générale en 1969, là, il était défini déjà un ensemble de doctrines d'emploi pour ces genres de missions, qui pourraient intervenir surtout dans la question règlement pacifique de différends, qui pourrait intervenir dans la question de promotion de dialogue politique, parce qu'on en a besoin, c'est le premier besoin constaté en Haïti, et cette absence de dialogue qui génère justement cette crise politique et institutionnelle. Vous voyez? Donc, c'est dans le cadre de ça, et mission ça pour intervenir sans compter que il y a un aspect tout pour lui conseiller stratégiquement les hautes autorités du pays. Au niveau de la réforme politique, au niveau de la réforme législative. Parce qu'on a parlé de projet de réforme constitutionnelle, vous voyez, donc... Il y a qui dit, est-ce que c'est nécessaire pour une autre mission? Moi, je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire pour qui ça? Déjà, pour essayer de réaliser ce grand dialogue national, je pense que si nous ne sommes pas capables de faire nous-mêmes, parce que ça peut arriver, que deux secteurs ne peuvent pas se rencontrer, et bien lorsque les deux secteurs ne peuvent pas se rencontrer, et bien ils font appel aux bons offices. Et bien cette mission-là va intervenir à titre de bons offices aussi pour favoriser des opportunités de rencontre et de dialogue entre les secteurs haïtiens. Et peut-être qu'il est capable même de parler de médiation aussi, parce qu'il ne suffit pas de favoriser des opportunités de rencontre et de dialogue, il faut également essayer de faire en sorte que les secteurs rivaux acceptent de produire un document, un pacte de gouvernabilité pour assurer justement la stabilité politique sur une longue durée en Haïti. N'est-ce pas un vœu pieux? Là, nous connaissons que l'acteur a parlé de dialogue, ça fait longtemps, mais qui par exemple arrivé fait Jean le fait là? Moi, je pense que définitivement, il faut acteur prendre conscience de situation pays et situation pays par rapport à la République dominicaine, qui prend de la hauteur sur Haïti depuis plusieurs années. Et nous voyons qu'à cause de situation d'instabilité pays, nous n'avons pas une solide économie. Et le pas une solide économie, nous n'avons pas renforcer l'institution, renforcer notamment les structures ou les institutions de sécurité pour prendre la charge de la sécurité au bord des frontières haïtiennes. Donc, en plus, le monde évoqué le fait que la présence des Dominicains dans l'espace même du territoire haïtien, vous voyez, donc tout ça, c'est des choses qui sont liées à quoi? À cette absence de dialogue, qui sont liées à cette instabilité politique. Si tout secteur dit qu'il y aurait Haïti, il dit qu'il y aurait patriotes, et il dit aussi patriotes, eh bien, ce patriotisme-là doit être exprimé, doit être illustré à travers ce dialogue qui est nécessaire pour sortir le pays de cette crise afin d'offrir aux nouvelles générations, d'accord, de nouvelles perspectives, de meilleures perspectives. Bon, c'est ça un peu le monde t'a souhaité. Mission ça tout, tu as le bon regard sur l'élection que tu as fait dans le pays à tout, non? Oui, je pense que un bon volet pour peut-être accompagner le gouvernement dans l'organisation des élections. Parce que c'est important d'organiser des élections, parce que leur logique de
logique de transition démocratique, et facteur, élément clé que ils ont utilisé toutes les théories sur la démocratie utilisées pour évaluer cette transition démocratique, c'est l'organisation, c'est l'alternance politique. C'est-à-dire, après une première élection, il faut d'autres élections. C'est l'alternance politique sur la durée. Est-ce que mission ça a bien des soldats là dans le dos? Non, pas bien soldats. Pas bien soldats parce qu'on n'a pas parlé de mission politique. Donc c'est plus des techniciens, c'est plus des conseillers stratégiques, vous voyez, peut-être des juristes, puisque ils ont volé puis ils ont soutenu la réforme, une certaine réforme législative et constitutionnelle. Est-ce que déjà on a commencé, ouais, c'est peut-être des émissions dans les Nations Unies dans le pays? Et peut-être sur cette forme. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, parce que nous sommes membres des Nations Unies, c'est un peu normal que les Nations Unies développent des schémas de coopération avec ses États membres. Peut-être sur cette forme, oui. Nous espérons ça, mais c'est toute bagaille, c'est secteur politique haïtien qui peut décider. Si nous décidons aujourd'hui à nous dire que nous avons tête nous, si nous décidons aujourd'hui à partir de aujourd'hui à développer, c'est ce que la République dominicaine a fait. À un certain moment, ils ont pris conscience, ils ont accepté de s'asseoir et de discuter entre eux et d'adopter un projet national commun, vous voyez, et de porter ce projet national commun. Maintenant, c'est à nous de faire pareil. Mais malheureusement, le projet national de la République dominicaine, c'est un projet national défini par opposition à Haïti. Donc, nous avons encore davantage de responsabilités, sachant cela, pour sortir Haïti de cette crise. Bon, ça fait longtemps qu'on a un projet. Oui. Il y a des gens qui m'ont dit, depuis après la mort de l'empereur, 17 octobre 1806, le projet a campé. Oui. Et de laisser ça à aujourd'hui, on cherche le projet, il ne va pas. Oui, mais c'est que nous avons davantage d'opportunités que les générations passées. Ouais, parce que même il n'y a pas de Internet, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas de en pile il n'y a pas de temps arrivé dans les grandes universités. Mais on a tout ça en Haïti. Mais on ne peut pas être la génération du pire et par opposition à à cette génération qui a fait 1804. On est la génération du pire. Bon, en tout cas, on a prétendu ça qui va le passer. On a fermé, mais on a une question de droit international. Par rapport à ça qui est passé, suite à l'arrestation des étrangers dans le pays, bon, on va en pile en Haïti. Et la ministre de la Justice a décidé de libérer, ils vont aller. Il y a des gens qui ont du mal pour connaître est-ce que c'est une extradition, est-ce que c'est un transfert. Au regard du droit international, qu'on nous comprenne ça qui est passé avant de faire un petit aller. Ok, moi j'enseigne le droit international privé à l'Université d'État d'Haïti. À chaque fois que les étudiants évoquent le mot de transfert, le mot de, en fait, ce mot de remise ou de transfert, moi je leur ai dit, écoutez, il faut faire attention. Si vous continuez à utiliser le mot transfert ou de remise, vous faites le jeu des Américains. Parce que c'est extradition que vous utilisez. Parce que si vous voulez dire que les Américains ont violé la loi, on ne peut pas utiliser le mot de transfert, le mot de remise. Parce que extradition, c'est l'île qu'on est. Nous, loi là, nous, législation là, nous ne pas reconnaître le transfert ou la remise. Et l'extradition est soumise justement à un ensemble de conditions de fond et de forme qui ne sont pas respectées par les autorités américaines et aussi par les autorités haïtiennes, il faut le dire aussi. C'est ça que fait le père dit extradition, parce qu'il n'y a pas de jugement qui fait. Ou bien intérêt d'île, parce que sous dit transfert, il n'y a pas de problème. Du côté des Américains, il n'y a pas de souci. S'il s'agit d'une remise, il n'y a aucun souci. Alors que s'il s'agit d'extradition, eh bien, il y a violation de l'article 41 de la Constitution, où Haïti ne doit pas déporter ses ressortissants. Il y a violation de l'article 4 commun aux deux traités d'extradition liant Haïti et les États-Unis, le traité de 1874 et le traité de 1912, et même le troisième traité, le traité de 1904. Le traité de 1874 et le troisième traité, le traité de 1912, il y a un article 4 commun aux deux premiers traités, un article 3 du traité de 1912 qui dit que, écoutez, les deux pays ne vont pas extrader leurs ressortissants. Donc, si c'est remise ou fait, nous en dehors du traité, donc il n'y a pas eu de violation. Même si vous avez au niveau ambassade là, et l'ambassadeur a interviewé de la Voix de l'Amérique, il dit qu'il veut faire de commun accord avec l'autorité haïtienne. Ah ben c'est pour vous dire que des deux côtés, il y a un problème. Parce que est-ce que les conditions de fond et de forme de l'extradition ont été respectées?
Vous parlez d'extradition, retenez l'extradition. Oui, écoute, non, parce qu'il faut aller au-delà de ce cas d'espèce-là. Parce que ce n'est pas la première fois, imaginez depuis première extradition, acte d'extradition d'Haïti vers l'étranger, c'est en 1881 quand on était extradé un étranger qui était relé William Hartz. William Hartz, qui c'est un étranger, parce que nous avons signé un traité d'extradition en 1874 aussi avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne demandé d'extrader Mounza vers la Jamaïque. Nous avons extradé. Mais véritablement, nous impliqués, nous engagés dans la question d'extradition à partir des années 2000. Donc de 2002 à aujourd'hui, nous extradé près de 90 individus vers l'étranger, notamment vers les États-Unis. Et pour question de drogue là seulement, nous extradé plus que 80 pour question de drogue seulement. L'autre chose, c'est les gens qui étaient impliqués, par exemple, dans le kidnapping ou fillette, c'est les deux frères Jean-Louis en 2015, qui étaient impliqués dans le kidnapping d'une fillette de 9 ans, d'origine américaine, en fait de nationalité américaine. Et puis, de M. Téléco, qui a travaillé dans Téléco, qui était accusé de corruption, de blanchiment d'argent, etc. Vous voyez? Et puis, sans compter Damas, d'origine haïtienne, également, qu'on avait extradé vers les États-Unis. Mais pour question Damas, là, c'est encore pire, parce que les États-Unis ont violé une condition fondamentale dans l'extradition de Damas. Parce que, une condition fondamentale dans le cadre de l'extradition, c'est qu'on ne va pas extrader le fugitif, si ce fugitif pourrait être condamné à la peine capitale une fois arrivé dans le pays d'extradition. Vous voyez? Mais Damas a été condamné à 5 peines capitales. 5 peines capitales parce qu'il avait assassiné son épouse et 6 peines capitales. Il avait assassiné son épouse et 5 de ses enfants. Vous voyez? Donc, les États-Unis ont violé quand même une condition fondamentale qui est la protection humanitaire. Peut-être que là, c'est parce que il y a une information pas bail sur M. Sayo qui fait que jusqu'à présent, pas arrivé cerné qui s'est passé en termes de coopération entre deux pays. Vous voyez, définitivement, pour bien diriger un pays, il faut avoir des gens qui sont à la hauteur, qui sont compétents. Vous voyez, et qui ont non seulement la volonté, mais également la capacité, le courage de faire leur boulot. Mais il faut que ces gens soient formés. Si vous prenez un monde qui dirige l'institution, ils n'ont pas une mémoire institutionnelle. Vous comprenez, ils ne peuvent pas diriger à partir d'archives, à partir de traités, à partir des dispositions des accords. Eh bien, c'est normal, ou même la République dominicaine, profiter en pile de cette absence-là qui n'est pas portée sur les détails en Haïti, dans la gouvernance. James Boya, ma spécialiste en relations internationales. C'est un plaisir de parler avec vous matin. Merci un pile. Bonne semaine, à bientôt. Un plaisir partagé. Voilà, notre invité ce matin, le professeur James Boya, c'est avec l'INTEFE Badboussa, en mise au point. Sont avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée et surtout bonne semaine à TNH. À bientôt.